L'ouvrage de Modeste Boukadia s'intéresse bien évidemment à l'aspect du développement économique du pays, qui est, vous savez, dans une situation catastrophique. Il n'y a qu'à voir les diapositives qui sont en train de projeter derrière nous, et qui donnent bien évidemment des indications sur la situation de la population civile au quotidien. Vous avez pu voir ici et là donc des personnes qui sont déguenillées, qui n'ont pas la possibilité de se vêtir, des personnes qui n'ont pas la possibilité de se soigner, des personnes qui ne peuvent pas aspirer au minimum vital que nous trouvons dans toutes ces démocraties occidentales. Aussi, pour parler de cet aspect économique, alors que le Congo finalement est un pays extrêmement riche, et que ses productions pétrolières auraient permis de subvenir aux besoins de cette population qui est complètement délaissée, et que d'ailleurs, compte de l'histoire, M. Sassou Nguesso a demandé à ce que le Congo puisse retrouver l'ensemble des pays pauvres endettés de la planète, alors qu'en fait, c'est un pays qui a suffisamment de ressources naturelles et autres qui puissent permettre un développement économique absolument exceptionnel. Je vais donc céder la parole à présent à M. Georges Maltré, qui est économiste de son État et qui va évoquer cette situation économique, la situation actuelle vraisemblablement, et aussi le développement potentiel qui peut être réservé à ce pays. Merci de votre présence. Bien, vaste sujet. Je connais très bien ce livre pour y avoir participé, et je voudrais vous dire que ce qui le caractérise pour votre lecture, c'est la densité des idées qui sont nouvelles, je le dis bien, et c'est le meilleur, à mon sentiment, peut-être, au point de vue économique, c'est le livre qui fait suite à la théorie générale de Keynes de 1936. Vous voyez un peu à quelle hauteur. Alors, je vais vous donner des codes pour simplifier votre lecture. Il y a un prologue qui fait à peu près une trentaine de pages. Ensuite, il y a une première partie qui est économique. Il en fait peut-être une soixantaine. Ensuite, il y a un ensemble de parties qui vont de 2 à 7, qui résument, qui peuvent... C'est un livre un peu comme le Testament, ça peut se lire, vous pouvez le lire en commençant par n'importe quelle partie. Ça ne se suit pas. Vous pouvez, en vous couchant, vous prenez un chapitre, c'est tous des sujets indépendants les uns des autres. Et vous avez la 8e partie, qui est certainement la partie la plus dense qui soit, qui fait pas loin de 60 pages, et qui, à mon sentiment, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on est ici ce soir, on est le 19, avec du vin, parce que je crois, que les idées qui sont dans cet ouvrage sont tellement générales que ce sont les idées que l'on attend dans la campagne présidentielle chez nous actuelle. Vous voyez à quelle hauteur de niveau est le livre. Si je vous dis ça, et que ça ne soit pas vrai, c'est que je serais ridicule, mais je vous assure, c'est cela. Cet ouvrage va peut-être même modifier le déroulement de la campagne présidentielle pour ceux qui n'ont pas encore lu, parce que très peu l'ont lu. Il va falloir faire des résumés. Parce que les gens, c'est pas évident de prendre un livre de 508 pages pour qu'il ait un impact. Dedans, les phrases, les mots sont ciselés, à la virgule près. Ça ne se lit pas en diagonale, comme font la plupart des journalistes qui finalement ne tournent... Je sais pas que je critique le journalisme, mais ils n'ont pas le temps de lire. Et il faut... Ce sont comme des théorèmes. Si vous changez un mot, vous changez le sens. C'est écrit comme ça, je vous l'assure. Ce n'est pas... Je vends pas je ne suis pas commercial, hein, loin de là. Donc, cet ouvrage, j'en note la très grande hauteur d'esprit. Pour donner quelques idées, parce que ce sujet est tellement vaste, vous voyez, je prendrais presque parti en disant ça, mais il n'y a pas d'acrimonie dans le livre. Très important. Allez voir aujourd'hui qu'on soit d'un bord ou de l'autre, la première des choses, on commence par détruire son adversaire. Dans ce livre, c'est uniquement un livre de penseurs.
Et c'est un constat, et sur la partie historique, c'est la relation des faits historiques depuis 30 ans, voire depuis 60 ans, depuis l'indépendance. Bon. Sur le plan de la macro pure, pour vous donner quelques idées, pour ne pas rester sur notre soif, par exemple, aujourd'hui, on entend les uns et les autres dire il faut supprimer 500 000 fonctionnaires. Vous voyez, je prends un cas particulier. Moi, je dis, j'espère, j'ai bientôt 80 ans, moi, ce que j'espère, c'est de pouvoir vivre jusqu'en 2022. Parce que bien que ça soit, je suis un peu de ce bord-là, mais je dirais un peu comme, je dirais, voyez-vous, on nous propose une suppression de 500 000 fonctionnaires, ça veut dire 500 000 postes, non, supprimés, donc 500 000 jeunes qui auraient pu rentrer, ou 500 000 gens qui vont partir à la retraite, mais qui vont quand même être payés par les caisses de retraite des fonctionnaires. Donc il faudrait mieux encore qu'ils restent au travail pour faire quelque chose, plutôt que puisque de toute façon les impôts doivent payer aussi la retraite des fonctionnaires. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Donc actuellement, aucun des candidats de notre propre parti ne propose, il nous propose une immense purge, comme dirait notre ami Madeleine. Voilà, une immense purge. Eh bien, au Congo, par exemple, on dit on a le coefficient 656 qui rattache le franc CFA à l'euro. C'est vrai. C'est simplement un système numérique où il y a le facteur 656. C'est comme un changement de dimension. Ou bien vous travaillez en centimètres, ou vous travaillez en mètres, mais le résultat du travail est le même. Alors, on a institué le 656, c'est simplement le facteur qui existait entre l'ancien franc et qui est resté tel qu'il est depuis toujours pour le Congo. On a parlé de ça avant avec mon voisin de droite. Il est vrai que pour l'Afrique de l'Ouest, eh bien, il y a un rapport de 1 à 2 sur les deux francs CFA qui ne sont pas identiques. Seulement, en Afrique, dans l'unité monétaire, quelle qu'elle soit, pour quelque système que ce soit, l'unité monétaire doit être en pourcentage le reflet des frais globaux comptabilisés secteur par secteur de l'économie du pays considéré, de telle manière que la somme des pourcentages soit égale à 1. De telle manière qu'en se vendant les uns aux autres, c'est le même argent, la même monnaie, le même circuit numérique qui tourne en rond sur nous-mêmes. L'argent ne se détruit pas. La confusion totale, et là je parle, ce sont les idées qui sont développées par le président Boukadia. Elles sont dedans, elles sont données, tout ce que je vous dis là, c'est dedans, c'est là en substance. La question donc, vous n'entendez pas dans les campagnes présidentielles actuelles, nulle part parler de la masse monétaire. Personne ne sait ce que c'est que la masse monétaire. Personne ne réfléchit. On veut faire pas cher. Pour ne pas faire pas cher, il ne faut pas être payé. Moi, quand quelqu'un me dit, même ça serait le président qui viendrait me voir, je lui dis, commencez par vous. Si vous voulez enlever du revenu à quelqu'un, vous induisez quelque part une destruction, puisque la somme des coûts, c'est l'ensemble de nos revenus qui tournent sur nous-mêmes. La somme des dépenses globales, algébriquement, est toujours nulle par rapport aux revenus. Il faut écrire globalement. Alors, il est vrai que j'ai un esprit un peu mathématique. Mais là, quand on présente un bilan, que ça soit d'un pays, moi je me généralise à la planète. La planète est un circuit fermé. On ne fait pas de commerce avec Vénus et avec Mars. Donc c'est un système autarcique. Donc, la somme globale des revenus doit être égale à la somme globale des recettes. Les dépenses, on comptabilise dans les coûts de ce que l'on vend, les frais que l'on a, et ce que vous payez, c'est le revenu des autres. Mais si vous prenez tout le monde globalement parlant ensemble simultanément, la dépense et la recette, l'acte de payer, de régler et c'est valable quel que soit le nombre des échanges qu'il y a sur la planète, ça fait toujours zéro. Le bilan global dans les échanges planétaires, quelle que soit la vitesse de circulation de l'argent sur lui-même, vaut zéro. La seule question de la dimension du camembert, si vous voulez, le camembert global de la masse monétaire,
C'est ce que l'on veut appliquer au Congo, instaurer, on verra par la suite comment, si on doit prendre un camembert à soi, ou si, moyennant des accords avec la maison mère, parce que nous sommes en zone francophone, sinon vous serez en zone yuan ou en zone dollar. Bon, je ne sais pas quels sont les avantages pour le Congo, donc commençons par réfléchir. Si les charges étaient comptabilisées au Congo de la même manière qu'on les comptabilise en France pour une sécurité sociale, pour des congés ou pour l'environnement ou pour ceci, eh bien l'argent qui tourne au Congo, il suffit d'avoir, mettons, allez, vous calculez le revenu que vous voulez, vous le faites tourner à la vitesse que vous voulez, et si la machine de production suit, votre revenu suit. Je dirais presque pour la France, c'est cela. En France, moi qui suis un ancien ingénieur, écoutez, anecdote. Quand j'avais 25 ans, je suis rentré jeune ingénieur en 63, et c'est pas aujourd'hui. Moi, je pensais qu'avec la technologie qu'on allait établir, on allait partir en retraite à 50 ans. Et encore, quand j'ai 50 ans, je pensais 40 ou 45. Nous, les ingénieurs, on nous a demandé de mettre au point une machine économique de telle manière que on ne paye plus les gens. Ou tout au moins, ceux que l'on garde, on les paye au même niveau, mais ceux qu'on élimine, on ne les paye pas, on dit qu'ils se débrouillent ailleurs, qu'ils aillent voir, qu'ils aillent dans leur forêt chercher à manger. C'est pas notre problème. Le problème c'est qu'on a oublié que le revenu distribué, c'est ce qui fait que la machine économique tourne. Et c'est un flux tournant qui peut tourner à la vitesse que vous voulez. Nous le faisons tourner. La masse monétaire tourne grosso modo aujourd'hui chez nous sur la base du mois, puisqu'on est à peu près pour les salariés, mais même pour tout le monde, grosso modo en moyenne, vous pouvez dire que la masse monétaire fait un tour sur elle-même en un mois. Ça veut dire que 12 fois la masse monétaire, ça crée le chiffre d'affaires de l'année. Alors, les gens aujourd'hui, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, de l'extrême jusqu'aux deux extrêmes, tout le monde confond la valeur absolue et la circulation monétaire. La valeur absolue, c'est... Si Albert Einstein était là, il dit l'absolu n'existe pas, il n'y a que des choses relatives. Et c'est vrai, l'espace n'existe pas, il y a un espace relatif, il n'y a pas d'espace absolu. Eh bien, la masse monétaire, c'est la même chose. Il faut écrire que votre masse monétaire, pour résoudre, et ça, c'est presque un cours de macro pour nos postulants à la présidence. La masse monétaire est constituée, c'est la définition qu'on donne à l'école, hein, c'est la somme des comptes numériques que vous avez sur les comptes de banque, tout le monde, tout confondu, État, industriel, intervenant quelconque, particulier, la somme des comptes à l'instant T, plus la masse des billets cachés ou en circulation, planqués dans les matelas ou ailleurs, ou peu importe, la somme des billets émis, vous connaissez les banques, la banque centrale, plus la somme des pièces frappées. C'est tout. C'est comme une roue, si vous voulez, ça tourne. Et vous, en contrepartie, vos dépenses, vous utilisez ce moyen de paiement, et le fait, quand je paye, je donne à madame 10 euros pour régler ma dette, la masse monétaire reste la même dans l'instant de l'échange. Sauf que, au lieu que le billet de 10 euros soit dans ma poche, il est passé dans sa poche. C'est exactement la même chose au niveau des banques. Dites-vous qu'un banquier, c'est un bookmaker. C'est un bookmaker qui écrit des lignes de compte, qui dit vous avez tant sur votre compte, hein, en numérique, et tous les moyens de paiement actuellement, les 85% de la masse monétaire en Europe, est constitué par les comptes bancaires, c'est-à-dire des lignes d'écriture. Et par votre carte que vous avez sur vous, vous donnez un ordre électronique qui permet de transférer 1000 euros du compte de monsieur sur le compte de madame. Mais la masse monétaire ne change pas. Donc, on confond les kilomètres par heure et les kilomètres. C'est comme si vous additionnez des vitesses et des distances parcourues. Quand on vous dit « j'ai 1000 euros », c'est vrai, le billet de 10 euros, en absolu, il existe. On peut vous le montrer. Ah, on l'a. Mais dans sa circulation, 10 euros par heure, c'est pas la même chose. Si j'ai un revenu de 10 euros par heure, ça veut dire que je reçois un billet de 10 euros toutes les heures. Prenez une pièce je vous dis ça a un lien avec le Congo parce que c'est là-dessus qu'on va jouer. Vous prenez une pièce de 1 euro qui est l'unité monétaire en Europe.
Vous savez que dans une année, vous avez 33 millions de secondes, grosso modo. 33 millions et quelques secondes, c'est fou. Bien, si vous faites travailler, imaginez avec le système électronique tel que l'on a, que l'on déplace la pièce en vue des règlements, mettons à la seconde, une pièce de 1 euro qui circule toutes les secondes et qui s'échange toutes les secondes réalise en un an un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Et vous avez le fil, je vais quand même ajouter ça parce que ça n'aura pas ça manquerait de saveur. Et imaginez que le fisc sache comment passe cette pièce de 1 euro, elle va vous demander 30% de prélèvement sur la pièce de 1 euro. Comment voulez-vous, par prédation sur une pièce de 1 euro qui a circulé, qui a fait donc à la vitesse de 1 euro par seconde, comment voulez-vous prélever le tiers de cette masse sous forme d'un billet? Elle vous demande un chèque, globalement, impossible à payer. Ça veut dire que le système est impossible. Donc, je dis ça pour que, dans ce livre, ces idées-là sont là. Nous avons eu la chance d'avoir Modeste Boucadia qui en a fait la synthèse. Et je vous engage, toutes ces parties-là, c'est la partie 8 ans. Partie 1 et partie 8. Notez bien ça, c'est le principal. Voilà, merci de votre attention. Et excusez-moi de votre longueur. Merci à vous, Georges. Effectivement, c'est une partie du livre qui est très intéressante et dont pourrait s'inspirer du moins nos futurs dirigeants à l'horizon de l'élection présidentielle de 2017, parce qu'ils ont là des indications économiques qui ne sont pas dénuées de sens et d'intérêt.